Vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen, André Juillard raconté par Anne Juillard, épisode 2. Nous avons vu comment André, tourmenté par une enfance difficile et des ennuis de santé, a finalement trouvé une place comme dessinateur aux éditions Fleurus. Mais sa carrière va véritablement décoller avec Les 7 vies de l'épervier, qui sera son premier chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un justicier masqué qui sévit au XVIIe siècle, dont l'héroïne sera une femme, Ariane. Cette histoire sera scénarisée par Patrick Cotias, mais avant d'être publiée en album, elle va exister sous la forme d'une série de récits courts, intitulée Masque Rouge. André commence à les dessiner en 1978, après avoir été contacté par Pif Gadget. Il a commencé là avec Cotias, qui avait présenté un scénario d'histoire courte de Masque Rouge, parce que ce sont des histoires courtes au départ. Ils se connaissaient déjà du concours de chez Fleurus? Non, ils ne s'étaient pas rencontrés à ce moment-là. Non, jamais. Et donc, ils cherchaient un dessinateur, ils ont appelé André. Et donc, au départ, ça a commencé à Pif Gadget avec des histoires courtes. Et puis, ils se trouvaient quand même très à l'étroit, tous les deux, dans ces histoires qu'il fallait boucler en 7 pages ou 6 pages, je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, c'est Glénat qui les a appelés. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'album à l'époque. Et sans album, difficile d'avoir une reconnaissance critique aussi. Oui, sauf qu'à l'époque, ce qu'il y avait quand même, qu'il n'y a plus maintenant, c'est des journaux. Tout ça, ça a été prépublié. Même Fleurus, même Pif Gadget, c'était prépublié. Donc je pense qu'il a été repéré comme ça. Quelque part, ça les a aidés d'avoir ces revues, ces magazines. Donc Glénat avait repéré André. Il lui a demandé de venir avec Patrick. Et ils ont commencé à élaborer effectivement les histoires que tout le monde connaît des 7 vies de l'épervier. Et c'est le début d'une aventure. Disons qu'à l'époque, ils essayaient de trouver ensemble un début de scénario et Patrick continuait à le faire. André, il a apporté beaucoup quant au contenu de l'image. Non seulement il était un dessinateur, mais il a fallu qu'il se documente, qu'il soit costumier, coiffeur, maquilleur, tout ce qu'on veut. Voilà. Il faut faire tout quand on fait de la bande dessinée historique. Et lui, il avait à cœur de faire quelque chose on ne pourrait pas lui reprocher que c'était pas comme ça à l'époque que ça a été dessiné. Enfin, à l'époque dans laquelle se situe l'histoire. Et donc, il y a une grande rigueur, une grande recherche des personnages. Mais il y a aussi une passion chez lui qu'on n'a pas encore évoquée, que vous venez d'évoquer. On a parlé de la médecine, on a parlé du dessin, mais c'est l'histoire aussi. Bien sûr. L'histoire, c'est quelque chose qu'il a depuis qu'il est enfant. Il avait des bouquins d'histoire illustrés. Et il le dit lui-même. Lui, il a appris beaucoup en copiant, comme tout le monde, je pense. Mais cette rigueur, finalement, cette copie, l'a permis, effectivement, d'être plus à l'aise quand il a abordé vraiment la grande histoire, c'est-à-dire les histoires qu'il a illustrées à travers les 7 vies de l'épervier. Vous discutez du scénario, tous les deux, à ce moment-là, non? Jamais? Jamais. Je n'ai jamais intervenu là-dedans. Je veux dire que les fois où il me demandait mon avis, c'est justement quand il avait des doutes quant au mouvement des personnages, quand il se disait est-ce que c'est bien, est-ce que tu trouves que c'est lisible? Oui, c'est lisible. Mais jamais je suis intervenue effectivement dans ses choix. Et quand le succès est arrivé, moi j'étais hyper contente pour lui, soulagée. Mais de le voir s'épanouir, d'être content, voilà, c'était le bonheur, quoi. Oui, un bonheur qui va changer sa vie. Et le couple déménage dans le Marais, à Paris, puis dans le 13e arrondissement. Et tandis qu'André gagne enfin sa vie, eh bien Anne, elle, évolue professionnellement. Elle reprend des études de psychologie, elle s'occupe ensuite de relations publiques dans différentes structures, elle réalisera ensuite des bilans de compétences, elle deviendra aussi coach pour personnes cherchant à se reconvertir. Et pendant qu'elle est à l'extérieur du foyer la journée, eh bien André, lui, travaille à la maison. Et il s'occupe aussi des enfants, et d'abord de Claire, qui naîtra en 1975. C'est lui qui s'occupe entièrement de notre fille pendant 2 ans et demi. Moi, je travaillais, donc c'était très mal vu par mon père, qui trouvait que c'était pas le rôle d'un homme de s'occuper d'un bébé. Mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas tellement d'argent non plus pour prendre quelqu'un à l'extérieur. Et puis, lui m'a toujours dit que le cadre familial,
l'a aidé aussi à avoir une discipline de travail. C'est-à-dire le fait d'avoir une vie de famille, faut s'arrêter à un moment donné quand même. Il faut se souvenir, même si on ne s'en souvenait pas vraiment, qu'il y a des jours de congé, qu'il y a des vacances, qu'il faut... voilà, ça lui a donné un rythme malgré tout. Mais après, quand le deuxième enfant est arrivé, 2 ans après, on a déménagé dans un appartement plus grand. Les 2 enfants étaient ou en crèche ou à l'école. C'est lui qui les conduisait, qui allait les rechercher. Donc ça rythmait. Il y avait des repères. Il y avait des repères. Enfin, ce qu'a dit mes filles, d'ailleurs, le jour où il y a eu des hommages faits à André, et puis les enfants parlaient le jour de l'enterrement de leur père, en disant, la lumière, c'était la première allumée, c'est celle de l'atelier, et la dernière, c'est celle de l'atelier. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Puis je crois que lui, il détesterait que je dise ça, mais je l'ai déjà dit plus d'une fois. C'est comme une thérapie, le dessin, pour lui. Il a eu besoin de dessiner tout le temps. Et je pense que petit à petit, cette envie, cet appétit féroce de dessiner, ça s'est calmé un peu. Oui, parce que ce que vous nous avez expliqué au début, c'est quand même qu'il a une histoire tourmentée dès le début, que lui-même est très tourmenté, que votre présence à ses côtés l'a aussi aidé, et donc le dessin fait partie aussi de ce qui l'apaise. C'est surtout le dessin qui l'a apaisé. Je pense que le dessin, depuis son enfance, il dessine. Et il dessine parce que chez lui, l'ambiance était dure, parce que les événements étaient tragiques, et que voilà, et que le dessin, ça a été sa porte de secours. Une façon d'exprimer peut-être, parce que c'est vrai que lui exprime très peu par le langage, et donc il évacuait beaucoup de choses par le dessin. Par le dessin, mais pas en parlant de lui-même. Il a eu besoin de se créer des personnages pour s'exprimer. Il y avait une deuxième chose qui l'a beaucoup aidé, c'est de faire du sport. Il avait un frère, enfin son frère, je dis pas il a un frère, qui est un grand sportif. Ils habitaient un bled dans les Orques-Corrèze, c'est pas très beau, mais il y avait un stade. Et dans ce stade, il s'échappait pratiquement tous les jours. C'est là où ils sont initiés au rugby. Son frère lançait le javelot. Et d'ailleurs, les premiers dessins qu'André a fait, c'est des personnages qu'il copiait dans des livres d'histoire ou qu'il inventait, mais aussi beaucoup, beaucoup de sportifs. Il y en a, mais des milliers de sportifs, des rugbyman, des athlètes, avec la recherche constante du mouvement juste. Le sport, l'histoire, c'est deux créneaux pour lui indispensables à la création de ses personnages, je crois. Et des personnages qu'il va mettre en scène dans des situations parfois très violentes. On le voit dans les 7 vies de l'épervier, on se transperce, le sang gicle, on meurt, alors que dans la vie, au contraire, André est un homme plutôt réservé, à l'apparence paisible et d'une humeur égale. Il n'aimait pas ça du tout, la violence, il ne comprenait pas. Mais je sais qu'une fois, André a rajouté à la violence de la violence. J'arrive plus à me souvenir exactement de cette scène, et ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à supporter. Je crois que c'est le viol d'une jeune femme. D'ailleurs, c'est le viol d'Ariane. Voilà. Et je me disais, mais pourquoi ça ? Enfin, franchement, ça n'a pas tellement lieu d'être. Et il me disait, mais t'es trop pudique, t'es trop pudibond. Je dis pas du tout, mais je trouve que ça n'a pas son lieu. Et finalement, voilà, ça a été fait. Il y a une ou deux scènes dans les 7 vies de l'épervier qui m'ont vraiment, moi, choquée. Et il me disait, mais arrête, tu sais, la vie n'est pas toujours rose, je sais ça. Et c'est vrai que moi, ça me choquait. Et lui, il dessinait, pas avec complaisance, certainement pas, mais ça le perturbait d'avoir à dessiner ce genre de choses, mais il l'a fait. Peut-être qu'il avait besoin d'exprimer une violence dans le dessin qu'il n'a jamais exprimée lui-même dans la vie. André, il n'a jamais été en rébellion contre sa propre famille. Attention, c'était pas de la violence chez les parents d'André. C'était des situations très, très dures à vivre. L'absence de sa mère et tout ce qui en a résulté, ça a été très, très dur. D'ailleurs, il n'aimait pas en parler. C'est quelqu'un qui supportait les choses. Et je pense que le fait de dessiner lui a apporté une espèce de sérénité qu'il a enfin trouvée. Il se rebellait par procuration. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si on peut interpréter ça comme ça. Mais il comprend la rébellion chez les autres. L'injustice, c'est quelque chose l'injustice, il était profondément choqué par l'injustice du monde en général. Enfin, moi, j'ai toujours pensé, je sais pas si je le dis pour lui, que le fait de dessiner, ça a apporté un apaisement énorme dans sa vie, qu'il a gardé jusqu'à la fin de ses jours. Je pense que le dessin, ça a été une super thérapie pour lui. Les 7 vies de l'épervier donneront lieu à 7 albums. Ils auront une suite, Plume au vent, et puis 2 nouveaux albums sous le nom de l'épervier. Mais la consécration, André Juillard va l'obtenir en fait avec une œuvre beaucoup plus personnelle.
En 1993, il publie Le Cahier bleu, l'histoire subtile de Louise qui est convoitée par deux hommes dans un Paris qui est traité graphiquement comme un personnage en soi. C'est une réflexion feutrée sur l'amour, la jalousie, le mensonge, la manipulation. Cela faisait en fait longtemps qu'André projetait d'écrire son propre scénario. On l'attendait quand même plus ou moins parce qu'il avait dit un jour qu'il le ferait quelque chose tout seul. Là où il a été surpris lui-même, c'est de se dire qu'il a fait une histoire qui se passe à l'époque actuelle. Pour lui, dans la tradition de ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'était de faire une bande dessinée historique. D'ailleurs, c'est très drôle parce que hier, j'ai eu son éditeur qui a édité une petite boîte qui s'appelle La ligne 6 du métro. Il a dessiné toutes les stations de métro et c'est parce qu'il a été un jour sur cette station de métro. Station duplex. Voilà, duplex. Et bien là, effectivement, il y avait une femme qui était en train de s'habiller ou se déshabiller, je ne sais pas. Et tout d'un coup, il s'est dit, voilà, ça sera... Il avait déjà commencé à écrire l'histoire du Cahier bleu. Il a dit, ça sera la première scène. Ils se sont enfermés dans une bibliothèque du quartier pour ne pas être dérangés par le moindre chose, le téléphone, ou je ne sais pas quoi, ou les enfants, ou moi-même. Et il est parti s'installer à la bibliothèque pendant 1 mois et demi. Quand il a écrit cette histoire, il voyait les dessins. Il n'a pas écrit en se disant, ben voilà, j'écris une histoire. Ce qu'il me disait, ce qui l'a beaucoup gêné finalement quand il l'a dessiné, il m'a dit quand j'écrivais, j'avais l'impression de le dessiner en même temps. Mais je lui ai dit, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pourquoi tu n'as pas dessiné en même temps ? Il me dit, parce qu'il fallait que je connaisse le début, le milieu et la fin. Il fallait que je connaisse la fin avant de dessiner. Et du coup, il a eu moins de plaisir à le dessiner. Disons qu'en le dessinant, il a eu moins de surprises qu'en l'écrivant. Donc on est en 93. C'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il dit « Je n'ai plus besoin de scénariste, je veux faire mon histoire ». Je crois qu'il avait envie de se prouver que oui, il pouvait aussi écrire, parce qu'il écrivait des textes libres à la maison, qui déchiraient d'ailleurs. J'en ai pas retrouvé, j'en ai lu 1 ou 2, puis je sais pas où ils sont passés. Qui effectivement était toujours une histoire d'amour finalement, plus ou moins complexe. Et il s'était dit, il faut quand même que j'aille jusqu'au bout, c'est pas possible. J'ai quelque chose en moi, mais je ne sais pas l'exprimer. Donc c'était comme un défi qui s'était lancé. Et puis un jour, je crois qu'il a été interviewé par un journaliste qui a dû lui poser la question, pourquoi vous n'écrivez pas ? Et il lui avait dit, moi je le ferai un jour. C'était comme une promesse qu'il avait fait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais par rapport à lui-même. Et je pense que c'était un homme de... Il fallait tenir cette promesse. Voilà. Et donc il l'a fait. Et donc il a fait... on l'attendait au tournant quand même, parce que ce n'est pas du tout son registre habituel. Et finalement, les personnages étaient assez... je dirais pas quelconques, mais c'était pas des héros, c'était pas des... Voilà, c'était une histoire... c'est des gens de la vie de tout le monde. Je dirais pas banal, mais... D'un milieu qui n'est pas celui de tout le monde quand même, mais voilà, c'est la vie parisienne, quoi. Voilà, la vie parisienne, dans un décor parisien, bon. Je crois qu'il a eu beaucoup de plaisir, mais avec cette réticence de se dire, si j'en écris un autre, il faudra que je le dessine en même temps. Ce qu'il n'a pas fait du tout d'ailleurs pour Après la pluie. Là, ça a été inspiré il a repris quelques personnages qu'on voit évoluer. Ils se croisent au début, il y a une transition en fait, mais c'est pas les mêmes personnages non plus. Et après, son éditeur, Casterman, lui a dit, mais alors tu vas continuer. Il l'a laissé dans le doute, en vague, et puis ça s'est pas continué. Après la pluie, pour avoir lu Entracte, publié aussi chez Maguen, il s'interroge sur, à la fin, peut-être j'ai trop compliqué l'histoire. Oui. Il trouvait que l'histoire était beaucoup moins fluide dans Après la pluie que dans Le Cahier bleu. Donc je crois que ça l'a rebuté pour continuer à écrire. Il s'est dit, l'écriture, c'est comme le dessin, ça doit être simple et lisible. Il trouvait que dans Après la pluie, les décors étaient superbes, les images sont belles, mais que c'est beaucoup plus complexe et que ça ne l'a pas encouragé à continuer. Ou alors il a fallu qu'il y consacre beaucoup plus de temps. Et donc son œuvre personnelle, à part les travaux qu'il a fait dans des formats beaucoup plus courts, il n'a jamais pris le temps d'écrire autre chose. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne le fais pas ? Il n'y avait pas de réponse, je crois que je l'agaçais plutôt de lui... Enfin, l'agacer, c'est un grand mot. Mais en me disant, mais écoute, attends, je fais ce que je veux quand même. Ok, d'accord. Je lui ai dit, mais c'est dommage, voilà. Et Après la pluie, il était presque intimidé ou je sais pas très à l'aise de se dire, je vais en faire un autre. Et c'est pour ça qu'il a changé aussi complètement de décor. Il n'a pas du tout fait à Paris. L'Italie. Il se trouvait que notre fille terminait des études, son doctorat en Italie. On est allé souvent en Italie la voir, voilà, et on adorait l'Italie. André, voyager, c'était aller à New York ou aller en Italie. C'était, voilà. Et l'Italie, c'est vrai que c'est un beau cadre. Il a fait je trouve que les dessins sont super beaux.
Mais c'est vrai qu'il n'était pas satisfait de l'histoire, qu'il trouvait un peu malmenée. Et c'est pour ça qu'il aurait arrêté ? Je crois, oui. Et je dois dire que ces temps-ci, comme j'étais obligée de, pas de ranger, mais au moins de classer des choses, j'espérais trouver le début d'une histoire dans tout ce qu'il a écrit. Que nenni, pas. Donc voilà, mais c'est comme ça. Je trouve qu'il a tellement laissé de choses que on peut pas lui en vouloir, mais il y avait dans le fond comme une espèce de réserve sur ce qu'il pourrait lui produire, qui vienne vraiment du tréfonds de lui-même. C'est-à-dire qu'il a gardé des choses, en fait. Je pense. Moi, j'en suis à peu près persuadée. Je sais ça, qu'il y a des choses qu'il aurait peut-être voulu dire et qu'il n'osait pas dire, ou qu'il ne voulait pas se dire. Ça, c'est aussi se dire à lui-même. Par exemple ? Je me souviens toujours qu'une année, il est invité en Suisse, à Sierre, pour dédicacer. Je me rends compte que Sierre, Rilke le poète, a habité là-bas. Et puis il y a eu toute une correspondance entre Rilke et Lou Andreas Salomé, qui était psychanalyste. Je lui dis, regarde, c'est formidable. Il me dit, tu vas en venir où là ? Je dis, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui essaye de parler, qui a une grande amitié pour une femme, qui l'a fait parler de lui-même, etc., sans que ce soit une analyse. Je trouve la démarche intéressante. Et il m'a dit, jamais on me demandera ou on exigera de moi que je parle de moi-même. Et quand on écrit, me dit-il, on parle quand même de soi. Donc ça s'est arrêté là. Sauf en 2024, la période où il a été en rémission, je dirais, dans sa maladie. Il y a eu un dîner ici, à la maison, avec Régis Loisel, Florence Sestac, Hervé Baru et André. Et Baru lui demande, mais toi, tu as jamais envie d'écrire sur toi et tout ? Et c'est la première fois que je vois André, pas en colère, mais presque agressif, en disant, jamais j'écrirai sur moi. Ouais, quand on s'énerve, en général, c'est qu'on est touché. Ouais. On a touché quelque chose. Donc, ça s'est arrêté là. Et je me suis souvenue effectivement de ce qui s'était passé à Sierre. Et en me disant, voilà, il fera jamais un truc sur lui, il me dira pas, il ne parlera pas de lui. Oui, il ne parlera pas de lui, mais il le fait indirectement avec ses personnages et son scénario. Et son premier essai sera donc un coup de maître, car dès sa parution, Le Cahier bleu est salué. L'année où il est sorti, cet album, il a eu tout de suite le prix du meilleur album. Et ça, il en a été très, très fier. Le deuxième prix qu'il a touché beaucoup, le Grand Prix d'Angoulême, qu'il a eu une année d'après. Donc il avait 46 ans, je crois, finalement, le prix qui est donné à un auteur pour l'ensemble de son œuvre. Et il a été très surpris d'avoir le Grand Prix d'Angoulême, mais je crois que c'est parce qu'il a été remis par des gens de sa profession que ça l'a beaucoup touché. Ça l'a conforté dans le sens où il était reconnu comme un grand auteur, mais en même temps, il n'a pas tiré gloire non plus. Ils sont là dans la bibliothèque, ces prix. C'est lui qui les a mis ou c'est vous après ? C'est moi. Et puis c'est lui aussi, finalement. Il a eu aussi un très joli prix, l'objet était très beau. Ça s'appelle L'Elfe de Quévrin, pour l'ensemble de son œuvre. Je n'arrive pas à situer, mais je crois que c'était avant le Grand Prix. Il a eu des prix, oui, il a eu des prix en Suisse, il a eu des prix... C'est-à-dire que lui, à l'époque, ne ressentait pas le besoin de le montrer, le prix. C'est vous qui avez voulu, quelque part, le... Un jour, j'en ai vu un, posé sur la bibliothèque qui était dans son atelier à Paris. Et au fur et à mesure, on les a mis. Ouais. C'était pas une façon ostentatoire de dire qu'il avait un prix. Ça faisait partie d'un objet qui rappelait des bons moments, je pense, c'est tout. C'était pas en disant, voilà, j'ai eu un prix, regardez comme c'est bien. Totalement pas. Je pense qu'il aurait le plus surpris, c'est tout ce qu'on a vécu au moment de son décès. J'ai reçu des tonnes, mais vraiment beaucoup de messages, beaucoup de mots adorables, disant effectivement, de gens que je ne connaissais pas d'ailleurs, l'admiration qu'ils avaient pour son travail. Je crois que ça l'aurait touché. C'est quelqu'un de modeste et qui est resté modeste. Et il le reste, d'autant plus qu'il ne veut pas s'enfermer dans une seule production. André a besoin de se renouveler, d'expérimenter, de ne jamais céder à la routine. C'est pourquoi, tout en dessinant les 7 vies de l'épervier, ou d'autres BD d'ailleurs, comme Arnaud avec Jacques Martin, il multiplie les illustrations de toutes sortes, les ex-libris, les images pour des sérigraphies, des portfolios. Il dessine des reprises hommages de Barbe Rouge, des Pieds nickelés, des monographies historiques, les réservoirs d'eau des États-Unis, la Tour Eiffel, on pourrait en citer plein. Il touche à tout
Il multiplie les éditeurs et les scénaristes, les formes de publication, et il va même jusqu'à illustrer les chroniques que le journaliste Bruno Frappa publie dans le quotidien La Croix. Le fils de Bruno et notre fils, à nous, Alexandre, sont très amis. Et donc on s'est rencontrés 2-3 fois dans des dîners familiaux. Et Bruno est un grand connaisseur de la bande dessinée. Il a même fait partie d'un jury, je crois, d'Angoulême, avant que j'y travaille moi-même. Et il faisait une chronique tous les week-ends sur un sujet de l'actualité ou un livre, je sais pas quoi. Et il a demandé à André d'illustrer ses chroniques. Bruno préparait le texte qu'il envoyait par fax à l'époque à André. Et André avait 48 heures pour lui soumettre une idée et pour finaliser le dessin. Un peu comme tout dessinateur de presse, en fait. Alors lui, il n'était pas du tout dessinateur de presse, donc c'était un exercice nouveau. Et il se disait que c'était un bon exercice, toujours pareil, d'entraînement et de sortir un peu des choses qu'il savait faire. Donc il a fait ça pendant 80 semaines, je crois. Ça s'appelle 80 semaines, je crois, le livre qui a été édité. Puis un beau jour, il s'est dit, ça va, j'en peux plus de faire ça. C'est un rythme quand même très... C'est toutes les semaines, hein, donc ça revient souvent. Et finalement, après, la personne qui a pris le relais, c'était Annie Gotzinger. Malheureusement, ça s'est arrêté parce qu'Annie est morte, assez jeune. Mais il a bien aimé faire ce travail, mais une fois fini, c'était fini, quoi. Il fallait plus... Donc il a participé, oui, à des choses comme ça qui soupçonnait. C'est des expériences, c'est une façon d'expérimenter autre chose, quitte à passer ensuite à complètement autre chose. Voilà. Et ce qui l'intéressait aussi, c'est de savoir comment il réagissait à un sujet d'actualité, qui pouvait être politique, économique, littéraire, cinématographique, enfin tout, sociologique. Comment il arrivait, lui, à faire ça si rapidement. Et donc je crois qu'intellectuellement, ça l'a plutôt intéressé. Stimulé, oui, c'est ça. Mais je pense qu'après, à un moment donné, il s'est dit, ça suffit, quoi, voilà. Et lorsqu'André termine un projet, il en commence un autre, souvent très différent. Il lui est d'ailleurs arrivé de voyager pour assouvir cette envie de se renouveler. Il a été appelé aussi, par exemple, une fois par Géo, le magazine, lui disant, voilà, on aimerait bien envoyer quelques auteurs faire un voyage là où ils veulent, et vous en revenez avec votre carnet de voyage. Et lui, il a choisi d'aller sur les traces de Hopper. Donc on est parti. Édouard Hopper, voilà. Et donc il a choisi de partir aux États-Unis. J'étais avec lui, c'était un voyage superbe en la Nouvelle-Angleterre. Donc on est allé voir les phares de Hopper, voilà, plein de choses super belles. On est allé même jusqu'à, là c'était un peu en dehors, mais à Cape Cod, tous ces coins-là. C'était un voyage fabuleux. Et donc il en est revenu avec des photos. Il détestait dessiner sur le vif, enfin voilà. Donc c'était des très beaux dessins qu'il a fait de paysages, d'ambiance, comme il aime. Et ça, il a aimé faire ça. Je crois que ça l'a sorti aussi du cadre qui s'imposait rigide. Et moi, j'étais ravie parce qu'en général, je l'accompagnais. Donc, ça vous sortait aussi? Ça me sortait, oui. Et ça nous sortait à deux. Une autre fois, il a été contacté par une éditrice et il est parti avec elle en Inde pendant 3 semaines. J'étais assez surprise qu'il accepte parce qu'il déteste les voyages lointains et surtout, il déteste dessiner la foule. Non, il en est sorti avec quelque chose qui me paraît presque biblique, tellement les paysages sont beaux, les femmes sont belles. Et je me disais, c'est bizarre qu'il accepte de partir. Et il m'a dit, il faut bien que je tente quelques expériences différentes de ce que je fais pour se nourrir aussi, je pense. On a besoin de... Donc il a fait des choses comme ça. Et c'est devenu un livre. Et les livres de toutes sortes dessinés par André, on a donc du mal à les compter tellement il y en a. Mais si lors de chaque projet, Anne est au courant de ce qu'il fait, eh bien une fois, elle va tout de même tomber de haut. Elle va apprendre que pendant 25 ans, André a dessiné sur des carnets sans jamais le lui dire. Il a écrit son cahier bleu à lui, en quelque sorte, sauf qu'au lieu d'écrire, il dessinait. Et c'est donc par hasard qu'un soir, son épouse va le découvrir. Sa journée à lui commençait par faire des dessins libres sur un carnet. Et donc il en a, j'aime pas le terme noirci, parce que c'est pas noir du tout, je veux dire, il a rempli énormément de carnets, qui est effectivement son travail secret que personne ne regardait ou personne ne voyait. Ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que
On a eu quand même une vie avec des copains assez régulière, c'est-à-dire que soit des gens des dîners à la maison, moi j'adore cuisiner donc c'est pas un problème, on est invité chez des amis, ou on allait au théâtre, au concert, enfin je sais pas, voilà, on sortait. Et chaque fois qu'on rentrait à la maison, André se remettait dans l'atelier, certainement pour fumer une petite cigarette ou un petit cigare, mais il dessinait. Puis un peu chaud, je me suis dit, c'est quand même insupportable, on rentre à 1h30 du matin, bon, il vient pas, il n'arrive pas dans notre chambre, je trouvais ça pas très sympa. Et donc je monte un jour et je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais le soir? Et là, il m'a dit, là, il faut quand même que je te dise, je fais des carnets depuis très longtemps, et je voulais pas te les montrer, mais là, quand même, il a trouvé que c'était pas très sympa de sa part de pas me les montrer. C'est quoi, c'est son jardin secret? Ouais, son jardin secret. Alors, C'est lui qui les a baptisés carnets secrets? oui, carnet secret, c'est lui. Tous les matins, il commençait par tirer un carnet qu'il remplissait, il en commençait souvent plusieurs à la fois. Et c'était une façon de s'entraîner, de faire... De s'échauffer. Exactement, de s'échauffer. Et donc avec des sujets libres, qui pourraient être aussi bien beaucoup de portraits, beaucoup de nus. Donc ça, c'est du travail parallèle qu'on a connu très tardivement. Et là, en ce moment, j'en ai découvert des tas d'autres, avec des sujets certainement un peu similaires, et aussi beaucoup de choses assez... il a pu développer des univers un peu comme Moebius, c'est-à-dire assez fantastiques, je ne sais pas si on peut dire fantastique, avec des trucs super beaux que j'ai adorés. D'ailleurs, m'en a offert un que je garde précieusement parce que c'est juste ce qu'on ne connaît pas de lui. Mais ça a toujours existé. Depuis qu'il dessine, il m'a dit, j'ai toujours fait des carnets. Voilà. Et donc ce travail-là, il a finalement été dévoilé au public par l'intermédiaire des carnets qu'a édité Daniel Maguen, et puis volé. Voilà, donc il y a eu ça. Les carnets secrets ne le sont donc plus aujourd'hui, mais la carrière d'André Juillard ne serait pas complète si l'on n'évoquait pas aussi Black et Mortimer, dont il a tout de même dessiné 7 tomes, 7 opus, une œuvre qui lui a valu parfois des critiques d'ailleurs de la part de certains de ses pairs, mais ça, on va le voir notamment dans le 3e épisode.